Bonsoir tout le monde. Bonsoir et bienvenue à Raw Material Company. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir pour une conférence qui nous est vraiment très très chère. Et on est vraiment ravis de vous avoir avec nous pour ce précieux moment. Donc ce soir, c'est la conférence inaugurale de la 6e session de la Raw Academy. Vous m'entendez? Non? Ok, je vais essayer de parler fort. Donc c'est la 6e session de la Raw Academy. La Raw Academy, c'est un programme qu'on a commencé en 2016 et c'est un programme résidentiel, expérimental et expérientiel d'études sur la pensée critique et artistique. Donc on a démarré en 2016 avec la première session dirigée par la commissaire libanaise Rasha Salti. La deuxième session a été dirigée par, excusez-moi pour les problèmes techniques, par la plateforme éditoriale sud-africaine et pan-africaine. Bon, ça ambiance un peu, c'est bien. Chimorenga. La troisième session a été dirigée par le journal Rappé, donc le projet de deux rappeurs sénégalais, Rouman et Keiti. La quatrième session a été dirigée par l'artiste performeur sud-africaine Tracy Rose et la cinquième par l'artiste nigériane Otobon Kanga. Donc la session 6, Cura, est dirigée par notre directrice artistique et fondatrice Koyo Guo. Et c'est une session très importante pour nous parce que c'est le moment de faire un retour sur la pratique de commissariat d'exposition de Raw Material Company, la pratique de nos collaborateurs, donc les personnes qui nous inspirent depuis longtemps et qui nourrissent beaucoup notre pratique et notre pensée. Et aussi de réfléchir sur la proposition de Raw Material Company en tant que projet de commissariat d'exposition. Donc on est vraiment contente, on a 11 chouettes fellows avec nous qui vont suivre les ateliers pendant 7 semaines avec l'aide de beaucoup d'intervenants, donc des amis, des collaborateurs qui viennent de partout dans le monde. Donc il y aura un programme très riche de conférences publiques pendant ces 7 semaines-là. Je vous invite à prendre le petit dépliant qui est à l'accueil où il y a le calendrier des événements publics. Et on espère vous revoir dans beaucoup de ces conférences. Je vais présenter Koyo, qui, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin, mais je vais quand même le faire. Donc, elle est la fondatrice et directrice artistique de Raw Material Company. Elle a participé à la 57e édition de Carnegie International en 2018 avec Dig Where You Stand. Avec Rasha Salti, donc qui était aussi directrice de la première session de l'Académie, elle a co-commissarié Saving Bruce Lee, le cinéma africain et arabe à l'ère de la diplomatie culturelle soviétique à la Hausstätte Kulturen der Welt à Berlin. Auparavant, elle était commissaire de 154 Forum, le programme éducatif de la foire d'art contemporain africain à New York et à Londres. Elle a été membre des équipes de commissariat des documentaires 12 et 13. Elle a aussi commissarié Still the Barbarians, le 37e biennale d'Irlande. Elle a aussi organisé de nombreuses expositions à l'échelle internationale et donc, comme on vient de voir, et a publié largement, y compris Word, 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 Issa Sound et la forme indéchiffrable, qui était aussi en lien avec une exposition qu'on avait faite ici et en Norvège. État des lieux sur la création d'institutions d'art en Afrique, une collection d'essais résultant du symposium éponyme qui s'est tenu à Dakar en janvier 2012, et chronique d'une révolte, photographie d'une saison de protestation. En plus d'un programme soutenu de théorie, d'exposition et de résidence à Raw Material Company, elle maintient une activité critique de commissariat et de conseil et régulièrement membre de jury et de comité de sélection à l'échelle internationale. Et la toute dernière nouvelle, en mars 2019, donc il y a une semaine, Koyo a été nommée directrice exécutive et commissaire en chef du musée d'art contemporain africain Weizmoka au Cap en Afrique du Sud.
on est sûr qu'elle va assurer là-bas. J'espère que les Sud-Africains savent à quoi s'attendre. Donc, elle fera sa conférence. Ensuite, il y aura l'occasion de lui poser des questions. Et il y a, comme à chaque fois, une collation. Donc, on vous invite à rester après la conférence pour discuter de façon plus informelle. Merci beaucoup encore. Merci Koyo d'avoir mis en place cette session qui me tient au cœur et tout. Et c'est avec très 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 grand plaisir que je lui passe la parole. Merci. Merci Dulcie. Il a fallu que Ron atteigne presque 10 ans pour que je fasse moi-même une conférence avant maintenant. Donc, je suis vraiment ravie de le faire, surtout maintenant, à cette période où j'ai déjà presque un pied en dehors et particulièrement sur un sujet ou un champ de travail qui m'importe beaucoup et sur lequel je vais revenir sur différentes manières. Mais avant qu'on ne fasse cela, ces dernières semaines ont été très très dures pour nombreux d'entre nous dans cette corporation parce qu'on a perdu des gens très chers. Et j'aimerais pour ça qu'on fasse une minute de silence, particulièrement pour mon ami, mon frère, mon mentor, la personne sans laquelle je ne serais pas devenue ce que je suis aujourd'hui professionnellement. C'est lui qui a vu en moi la commissaire qui dormait en moi. C'est lui aussi qui m'a permis de réfléchir de manière poussée et inconditionnelle par rapport à ce que l'art et les artistes peuvent apporter à la société. Donc une minute de silence pour Aubrey. Merci beaucoup. Je vais commencer cette conférence effectivement avec les enseignements qu'il m'a donnés. Aubrey Nwezor a été ce professionnel sans lequel aujourd'hui beaucoup d'artistes africains et beaucoup de commissaires africains ne feraient pas ce qu'ils font. Il m'a donné plusieurs enseignements. Un des enseignements premiers qu'il m'a toujours dit, et c'est une des premières choses qu'il m'a apprises, il a toujours dit le meilleur n'est jamais assez. En fait, il disait le meilleur n'est jamais assez bien. C'était sa manière de dire qu'il faut toujours aller vers l'excellence, il faut toujours chercher l'excellence. Une deuxième chose qu'il m'a apprise, c'était de dire, il disait toujours « have a grand vision ». Il faut avoir une vision large, grande. C'était une manière de dire, d'incorporer et de penser au-delà de son petit cercle ou de son petit mètre carré. Que le monde est large et la vision doit être aussi large que le monde. Une autre chose qui m'a apprise, c'est de dire
Il m'a toujours dit, il ne faut jamais faire de compromis sur la qualité, quel que soit l'objet et de quoi tu parles. La qualité est le gage de la réussite. Une autre chose qui m'a apprise, c'est de dire, quand tu penses que tu as trouvé, quand tu penses que tu as trouvé la réponse à quelque chose, creuse encore. Une autre chose qui m'a apprise, c'est de croire que et de considérer que la compétition est un récit fictif dans lequel tu n'as pas de rôle. C'était une manière pour lui de me dire que fais ton travail et ne te soucie pas de ce que les autres peuvent penser de toi. Une autre chose qui m'a apprise est rends le silence éloquent. Rendre le silence éloquent, c'est de révéler ce qui a été occulté. Une de ces citations majeures que je retiens toujours et qui m'a toujours accompagnée dans mon travail est « Il y a des manières avec lesquelles les œuvres d'art parlent qui ne sont pas toujours bruyantes, mais qui ne perdent pas pour autant leur puissance. » Je tiens à remercier Okwi pour sa vision, pour son accompagnement, pour son intellect, pour son intransigeance et pour tout ce qu'il a fait pour le champ des arts, de l'art contemporain en général et surtout et très particulièrement pour le champ de l'art contemporain en Afrique. Ça c'est juste un petit aperçu, mais super minuscule, de tout ce que Okwi a produit pour le continent et pour le monde. Alors, je vais passer à ma conférence et à un PowerPoint bien triste parce que je ne suis pas du tout branchée, comme on dit. Et je préfère lire et écrire et parler que de faire des dessins et des PowerPoint. Alors, la création d'institutions comme pratique de commissariat. Est-ce que je peux laisser ce micro et avoir mes mains libres? C'est possible? Non? Non. Je peux le poser là ou je peux le poser ici? Ah ben, je peux utiliser son pied, hein? Bien. Parce que je ne peux pas tenir ça, j'ai besoin de mes mains. Mais ça va comme ça aussi, non? Bien. Ah, vous êtes gentil. C'est comme vous voulez. Je pense que ça va. Vous m'entendez derrière? Non. Je dois toujours tenir ça. Bon, on va essayer quand même. Alors, la première partie de ma conférence va porter sur le contexte et l'environnement de la création d'institutions d'art qui a émergé ces 20 dernières années et qui a aussi vu la création de raw matériel dans ce contexte et les raisons pour lesquelles ces lieux se sont créés. Donc je vais lire assez religieusement une conférence que j'ai préparée il y a longtemps et que j'ai jamais faite ici. En règle générale,
les types d'administration hérités des systèmes coloniaux et perpétués par l'élite politique et administrative en Afrique n'ont pas mis l'importance sur des initiatives privées. Cela est particulièrement vrai dans le domaine des arts et dans la situation surtout des ex-colonies françaises, où les héritiers du modèle centraliste d'un État omnipotent et surtout omniprésent continuent à adhérer à leur rôle constitutionnel d'initiateur, de régulateur, de contrôleur, de promoteur, de producteur et de critique. Tout à la fois. Merci, vous êtes gentil. Cela n'a donc pas favorisé une culture propice au développement d'une société civile forte. Je veux dire par là une société civile culturelle et surtout un secteur culturel privé performant. Au contraire, cet état des choses a beaucoup découragé tout effort progressiste pour établir des modèles d'intervention artistique qui placent la production de savoir et la production de connaissances et de la pensée critique au centre de leur action. Ceci dans un manque de soutien à ceux qui opèrent en dehors des sphères établies et reconnues, telles l'université ou l'Académie des arts. En outre, le paysage institutionnel et structurel qui a régi les arts et a façonné un environnement paradoxal pour les artistes et les professionnels de l'art, où ils sont conditionnés à être intellectuellement et financièrement dépendants de l'État. Dans un tel système, les artistes et les professionnels de l'art ont été obligés de poursuivre des carrières dans le fonctionnariat comme moyen viable dans l'activité culturelle. Le modèle du ministère de la Culture et de ses divers démembrements, divisions, agences, comités, interminables cellules formait de ce fait le corps créatif au sein duquel l'identité artistique nationale se forge ou se forgeait. Quand bien même de nombreux artistes, intellectuels et activistes ont sans cesse critiqué cette réalité et se sont éloignés des politiques culturelles nationales, comme c'est le cas par exemple en Afrique du Sud pour les différentes archives communautaires et les centres d'art, sous l'Afrique du Sud de l'apartheid notamment, où les collectifs d'artistes tels que le laboratoire Agitar, beaucoup plus proche de chez nous, de notre cher Issa Samb, et ses compères, du Diop Mambéty et consorts. C'est durant les 2 dernières décennies, et plus récemment, durant ces 10 dernières années, 15 dernières années quand même maintenant, qu'un nombre de nouveaux espaces et d'initiatives ont été fondés. On ne peut certainement pas nier le rôle important joué par certains lieux de production de savoir qui ont été établis au cours des 2 premières décennies après les indépendances des années 1960. L'Université du Nigeria Nsukka, par exemple, qui a formé plusieurs générations d'artistes reconnus aujourd'hui, y compris le grand El Anatsui, l'Académie nationale des arts à Abidjan et à Kinshasa, ou l'École nationale des arts, des beaux-arts de Dakar, de son temps glorieux, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Seulement pour n'en citer que quelques-uns. Le premier festival mondial des arts nègres, organisé par le président Senghor en 1966, est encore considéré comme un point de repère culturel emblématique de l'Afrique postcoloniale. Il demeure jusqu'à présent une source d'inspiration pour plusieurs générations d'artistes, d'écrivains, d'intellectuels de l'Afrique et de sa diaspora. Depuis les années 1960, l'espace de représentation et de production, ainsi que de la critique intellectuelle
et artistique émerge d'un terrain extrêmement fertile. En encourageant une littérature engagée, le théâtre, le cinéma et la critique artistique qui a gagné le respect et la reconnaissance du public national et international. Le département d'art créé, par exemple, à l'université de Makerere à Kampala, en Ouganda, par, à l'époque de la jeune East African Union, un peu l'équivalent de... Alors, je confonds toujours ça. L'équivalent de East African Union en Afrique de l'Ouest, c'est l'UEMOA. C'est pas l'UEMOA, c'est CEDEAO. Merci. Comprenant le Kenya, donc l'East African Union qui aujourd'hui n'existe plus malheureusement, qui à l'époque comprenait le Kenya et l'Ouganda et d'une certaine manière aussi la Tanzanie, est un autre exemple d'une ambition visionnaire nourrie pendant cette période. Il est triste cependant d'assister à l'écroulement de ces riches héritages. Les récentes visites à ces établissements et les conversations avec les étudiants et le corps professoral ont mené à un lance de cris à l'unisson à travers toute l'Afrique, Dans son essai acclamé par la critique, Le viol de l'imaginaire, publié en 2003, l'économiste malienne, patronne des arts, chercheuse en sciences sociales et mécène active de l'art et du design, Aminata Dramane Traoré, a exprimé ce qui suit. Je cite. « Cela fait maintenant plus de 40 ans que l'Afrique essaye désespérément de sortir de l'impasse. L'Afrique essaie de retrouver un moyen de sortir du discours établi par ceux qui lui ont appris à se penser comme pauvres. » Fin de citation. Aminata insiste sur le fait que plutôt que de l'investissement étranger ou de la technologie moderne, c'est pour ça que moi je ne sais pas faire les PowerPoint, l'Afrique doit d'abord et avant tout récupérer la partie immatérielle d'elle-même, celle qui nourrit son imaginaire, son imagination, sa production artistique et intellectuelle dont elle a été dépouillée. Cette réappropriation s'appelle la réappropriation de sa dignité. Après le vide qui a suivi cette rupture, nous assistons à la montée des organisations indépendantes avec une ambition culturelle et artistique, comme Douala Art, créé au Cameroun en 1992 par Princesse Marilyn Douala Bell, qui va nous rejoindre ici dans 2 semaines pour nous parler du travail important et magnifique qu'elle a fait depuis 27 ans maintenant au Cameroun. Ou encore la Townhouse Gallery, établie au Caire en 1997 et qui malheureusement n'a pas survécu au fanatisme religieux post-révolution du printemps africain. Moi, j'ai horreur de dire du printemps arabe, parce que si on considère que la Tunisie et l'Égypte, où ce fameux printemps a commencé, sont en Afrique, et que sont des pays qui appartiennent à l'ère culturelle et géographique africaine, donc pour moi, ça a toujours été le printemps africain. Plusieurs autres se sont créés pendant les premières années de ce siècle. L'inventivité, le courage et la résilience de ces initiatives témoignent de la conviction que l'art et la créativité sont des éléments fondamentaux du développement et se produisent activement dans n'importe quelle condition politique ou économique. À l'heure où je vous parle, même en Syrie ravagée, il y a des artistes qui créent. La scène émergente des centres d'art privés affirme l'engagement pour des interventions artistiques à partir des perspectives historiques, contemporaines et surtout prospectives, c'est-à-dire
nous regardons vers le futur, vers l'avenir, tout en nous inspirant du passé et en étant très ancrés sur le présent. Qu'ils soient grands ou petits, généreusement financés ou non, des centres comme ceux-ci sont en train de changer et ont déjà changé, pour que je le dise ainsi, le paysage culturel et artistique tire bientôt. Ils ont en substance inversé la mentalité de la table rase qui a pendant de longues années, pendant plusieurs décennies, a consisté à dire qu'il n'y a pas d'art contemporain en Afrique et qu'il n'y a rien en Afrique en général. Qui a caractérisé l'approche de plusieurs Africains eux-mêmes aussi, et surtout de non-Africains, à la production artistique contemporaine sur le continent. Cette attitude a été particulièrement forte parmi les amateurs et les connaisseurs d'art africain classique, que d'autres appellent d'art tribal, que d'autres appellent d'art traditionnel, que moi j'appelle art classique, qui ont tendance à considérer l'art contemporain en Afrique comme étant une pâle copie des pratiques artistiques européennes, dépouillées de toute référence reconnaissable pour ce qu'ils pensent être authentiquement africain. Genre, il faut se mettre un os à travers le nez pour être africain. Il y a de nouveaux canons, de nouvelles économies, de nouvelles dialectiques et le plus important, il y a un public de plus en plus averti et conscient de leurs besoins d'art et qui le manifestent. Cette tendance est particulièrement réelle chez nous où, au cours de la dernière décennie, une variété d'initiatives d'art privé est née pour combler les vides laissés par les promesses non tenues des programmes culturels et artistiques menés par nos gouvernements assez myopiques. Ces initiatives indépendantes se distinguent donc des institutions affiliées à l'État, ainsi que des marchés commerciaux en créant des modèles et plateformes alternatives pour la négociation de l'art, la négociation de l'histoire, la négociation de la réflexion et la négociation de l'archive, de la culture visuelle et de l'histoire culturelle. Elle génère des connaissances et des expériences bienvenues dans les biotopes artistiques et intellectuels locaux par rapport à la continuité, la réévaluation de l'histoire contemporaine et la remise en cause des canons, des géographies et des récits dominants, des schémas postcoloniaux de l'action artistique. L'idée limitée de la représentation nationale est aujourd'hui défiée par le poids du sens qui passe de l'idée de pouvoir à l'idée de contenu. Deux forces mobiles de la manifestation culturelle mettent un accent sur l'agence. Le contexte et la relativité deviennent des outils impératifs d'organisation des nouveaux flux d'idées et de production. Les initiatives artistiques est de développer leur modèle par rapport aux urgences artistiques plus larges et par rapport à la société dans son ensemble. Ces dernières années, plusieurs organisations indépendantes ont été lancées sur une essentialité, chacune portant le même principe fondateur, à savoir que l'action, l'espace, le pouvoir, le contrôle et la qualité doivent être thématisés. Quel genre de société intellectuelle et artistique peut-on imaginer, étant donné que les échecs politiques continuent, les échecs politiques et économiques récurrents qui causent des perturbations répétitives dans le développement des idées et des projets sur notre continent? L'activité à laquelle ces sites indépendants s'engagent est d'alimenter le débat sur les questions entourant les pratiques artistiques
artistiques africaines, telles qu'elles sont vécues aujourd'hui. En 2009, à l'aube du cinquantenaire des indépendances africaines, j'ai été invitée par l'architecte David Adjaye, l'architecte ghanéen britannique David Adjaye, à commissarier la section contemporaine d'une exposition que nous avons intitulée à l'époque Geographics, en termes de géo et graphique. A map of African art past and present. Comment on dit un map en français? Merci. Une carte de l'Afrique actuelle et du passé, du genre. C'est une traduction approximative. Cette exposition était pensée célébrer le cinquantenaire des indépendances africaines au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Très paradoxalement, et je me rappelle très bien à cette époque, ma frustration de voir que dans mon pays d'accueil, au Sénégal, et même dans mon pays de naissance, au Cameroun, il n'y avait aucun projet d'envergure pour célébrer ce cinquantenaire de manière digne et de manière poussée à travers les arts. Et en même temps, je dois avouer qu'à l'époque, j'étais de plus en plus lasse de faire des expositions comme à l'habitude, c'est-à-dire aligner des artistes, mettre des œuvres dans un espace et les présenter. Je n'étais pas du tout intéressée à faire une exposition effectivement alignant la liste des artistes habituels qui ont été largement promus pendant de nombreuses années. Ma pensée a donc naturellement gravité autour de la question de savoir comment est-ce que l'Afrique détermine son paysage artistique après 50 ans d'indépendance. C'est la question que je me suis posée en réfléchissant à quel genre d'exposition je pourrais faire à cette occasion. J'étais convaincue que les nouvelles institutions indépendantes ont sensiblement modifié et remodelé la scène artistique de façon indéniable. Au lieu donc d'inviter des artistes à faire une exposition, j'ai invité des institutions. Les institutions d'art sont de ce fait devenues des œuvres d'art. Ces institutions ont présenté leur modus, leurs stratégies et leurs idées en cours. À l'époque, j'avais invité l'appartement 22 de Rabat, de Abdellah Karoum, le CCA, le Centre d'art contemporain de Lagos, de notre cher Bizi Silva qui nous a quittés aussi, Douala Art, manifestement, le Centre d'art contemporain East Africa, à l'époque de Jimmy Obonga, d'art 17-18 de Moates Nasser du Caire. J'en oublie, ça fait longtemps et je vieillis. Excusez-moi. Cette institution a donc présenté leur manière de faire, leurs stratégies et leurs idées. Les articulations des motivations peuvent varier, mais l'un des motifs communs dans la création de ces espaces est de la nécessité de pallier au vide institutionnel et surtout au vide critique. Ils répondent à l'urgence de créer des instances de réflexion et de production. Certaines de ces initiatives visent à établir des champs non hégémoniques et expérimentaux et divers ordres de connaissances autogérées. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? D'autres interrogent délibérément les institutions établies par l'État postcolonial, alors que certains tentent de combler les zones où les institutions publiques ont échoué. Merci.
Dans de nombreux cas, des universitaires, des professionnels de la culture, des commissaires et des artistes, ainsi que des activistes, unissent leurs forces pour collaborer dans ces espaces. Des formes de coopération, soi-disant sud-sud et transcontinentales, panafricaines, y compris les communautés diasporiques, sont en développement permanent. Ces espaces questionnent des points de vue hégémoniques, des canons et des récits de l'art, et développent et manifestent des approches de la production de savoir en dehors de l'institutionnalisation de l'État. Élaborer des stratégies et des tactiques qui vont au-delà du consensus et de l'existence de structures établies permet des zones d'entre-deux, des espaces de flux qui relient les savoirs théoriques, visuels et savoirs pratiques et surtout des savoirs locaux. Ils représentent ainsi les potentialités et les conceptions du monde au-delà de la dynamique nue de la mondialisation économique. Il semble que, malgré les inévitables variations de contextes culturels spécifiques et des paramètres sociopolitiques différents, leurs urgences fondamentales portent les mêmes motifs et ne sont pas liées aux définitions géographiques. Dakar peut se vanter d'un relatif dynamisme en termes d'action artistique et de production intellectuelle, c'est quand même le pays de Senghor. Si l'on mesure cela au nombre d'expositions auxquelles on peut assister en une semaine, ou à l'existence d'une biennale, par exemple. Pourtant, il est très surprenant qu'un lieu aussi mythique que Dakar n'avait pas un seul espace formel pour aborder les idées théoriques autour de la production artistique contemporaine. Tout comme il n'y a pas d'école de cinéma, mais c'est quand même le pays de Saint-Ben et de Djibril Diop Mambéty. Plein de paradoxes. Il ne serait plus acceptable pour moi de me plaindre de l'inefficacité de nos institutions et aussi de la myopie de certaines initiatives. Il n'était plus juste pour moi et même presque honteux envers mes collègues qui venaient d'ailleurs venir à Dakar, un lieu mythique avec une réputation internationale par rapport à la production culturelle et artistique, de se rendre compte de la limite des ressources et des installations sur place. Et pourtant, même si à l'époque, je ne voulais pas ouvrir un lieu, j'étais littéralement obligée de le faire. Je n'avais pas le choix. Raw Material est né de cette nécessité de créer un espace pour le partage de savoir. La motivation fondamentale a été de créer un espace pour l'enseignement et l'apprentissage alternatif. Alternatif à quoi on demande toujours? Alternatif à l'hégémonie éducative établie, alternatif à l'université, alternatif à l'école des arts. Un lieu qui donne accès à la théorie artistique contemporaine et en retour génère des débats, des idées et des pratiques avec un accent principal sur l'Afrique et les pratiques liées à l'Afrique, tout en considérant un large éventail d'origines et d'écoles intellectuelles diverses. On va continuer. Deuxième, troisième slide. La naissance de ces espaces privés sur le continent participe d'une multiplicité de facteurs dont le plus souvent mis en avant est l'absence de structures nationales capables d'accueillir les projets
et de mener une réflexion cohérente sur le fait contemporain. Mais réduire l'émergence de ce phénomène à l'incurie de nos États serait ramener ces initiatives à une simple réaction mécanique. Quelque chose qui n'obéirait pas à une pensée organique et autonome. Même si l'indifférence des États à l'égard de l'art contemporain est assez patente, même si on a une biennale à Dakar, et je le répète, il y a une grande indifférence parce que les vrais besoins des artistes et de l'art ne sont pas pris en compte de manière dont ils devraient l'être. Et si les moyens de régulation qui fondent les projections sociétales à moyen ou à long terme sont inexistants, cela ne suffirait pas à expliquer l'essor de ces espaces à travers le continent. Si des lieux comme Douala Art, que j'ai déjà cités, ont été pionniers en la matière, dans un contexte que l'on pouvait juste qualifier de ravagé à l'époque, des espaces de la même nature se sont créés en Afrique du Sud, où pourtant les structures universitaires, commerciales et étatiques existent. Le parallèle en cette occurrence peut être établi avec l'Europe où nombre d'espaces alternatifs ont vu le jour depuis les années 1980 du siècle dernier. Il ne s'agit donc pas uniquement, encore une fois, d'une réaction passive. Au-delà, peut-être ces nouveaux espaces tentent-ils de satisfaire des besoins personnels. Il est vrai que, en ce qui concerne Rome matériel, je me sentais très seule dans ma pratique à Dakar et j'avais besoin d'un espace pour pouvoir partager ma passion. Donc, besoin personnel quand même un peu. Le besoin de partager et de diffuser, selon un mode où les décisions, les choix, la programmation ne dépendent d'aucun comité ni d'aucune administration. Il s'agit également, et cela n'est pas le moindre des moteurs qui nourrissent l'éclosion de ces espaces, de partager. Partager une passion, partager un idéal, partager des connaissances et des expériences en brisant le système hiérarchique et élitiste qui réserve l'art contemporain à une certaine frange de la société. Si cette fracture sociale entre les citoyens, soi-disant cultivés et diplômés, avec des cartes de visite interminables, et les autres peut être constatée partout sur la planète, elle prend des accents encore plus criants sur notre continent. Ainsi, le pari que nous avons, nous, c'est-à-dire les créateurs de ces lieux, ont décidé d'engager et de démocratiser la culture et de la rendre accessible à tous autant que faire se peut. Ces espaces, dans leur ensemble, tentent chacun à sa manière de répondre à une question essentielle. La question en soi est la question du nous. Ce nous est naturellement contextuel et s'adapte au milieu dans lequel il est évoqué. Ce nous se décline selon les circonstances. À Dakar, siège de notre biennale, de toutes les utopies du président Senghor, il ne résonnera pas de la même manière qu'au Caire, ou à Johannesburg, ou à Luanda, ou à Nairobi. Au Cameroun ou au Nigeria, où la politique culturelle est quasi inexistante et où les conditions politiques soulèvent des tensions permanentes, nous trouverons une autre stratégie d'implication des citoyens. Mais dans l'ensemble, il s'agit de mettre en place des territoires de la pensée partagée. En travaillant sur l'histoire de l'émancipation ouvrière, par exemple, excusez-moi,
J'ai un problème ici. Nous nous retrouvons face aux questions que soulève toute entreprise de ce genre et aux dichotomies, voire aux contradictions qui peuvent apparaître entre le penser et le faire. L'objectif est assez clairement défini. Ensuite, se pose la question des moyens que l'on se donne pour atteindre le but fixé. Il apparaît d'abord une première contradiction entre ces espaces et les territoires sur lesquels ils voient le jour. Dans la plupart des cas, la dialectique entre le privé et le public est exacerbée par l'existence de ces lieux qui se trouvent à la marge de l'organisation centralisée. Les notions de public et de privé apparaissent toujours comme intrinsèquement conflictuelles dans la mesure où, lorsque l'on entend s'occuper de la sphère intime et travaille sur la proximité, l'autre entend gérer les espaces communs et de ce fait limite, ne serait-ce que par sa fonction régalienne, la liberté de l'autre. Ainsi, l'État s'attribue-t-il la fonction de réguler et de planifier au niveau national et à tous les échelons de l'organisation collective, organisation qui peut varier selon les propriétés dont décident les gouvernements qui se succèdent et dans laquelle il n'y a aucune continuité, aucune mémoire d'un gouvernement à l'autre. Alors que le privé aurait pour champ de manœuvre l'organisation, disons, endogène de l'espace privé, c'est-à-dire de l'intime, du proche. Il existe assez de créateurs de centres d'art. Il existe chez les créateurs de centres d'art une volonté citoyenne d'intervenir sur leur propre milieu en apportant des solutions endogènes et adaptées aux problèmes qu'ils ont identifiés. Les centres d'art sont des lieux de proximité qui intimement connaissent leur audience, comme vous, notre public. Lorsque les outils anonymes mis en place par l'État, d'une manière technocratique, ne correspondent pas toujours aux aspirations populaires. D'où ce hiatus inévitable qui conduit bien souvent au détournement des réalisations, si ce n'était que le détournement des réalisations, il y a plein d'autres détournements aussi. Détournements que l'on pourrait également nommer réappropriation. Donc dans cette entreprise de réappropriation de l'espace public, les centres d'art se doivent, puisqu'ils sont promus par des citoyens ordinaires comme moi, et peut-être n'est-ce pas un hasard si la plupart de ces centres d'art sont initiés par des femmes. La grande majorité, c'est la réalité. Le personnel culturel mondial, selon les dernières statistiques, est à presque 70% composé de femmes. Et peut-être n'est-ce pas effectivement un hasard que la majorité de ces centres sont initiés et menés par des femmes. D'ailleurs, tout le personnel de RO est féminin. D'avoir une parfaite connaissance, nous avons une parfaite connaissance de notre public, ou on peut dire une clientèle, et puisque nous ne sommes pas commerciaux, on ne peut pas dire clientèle. Puisque nous sommes inventés par celles qui sont les premières et les premiers consommateurs. C'est grâce à cette proximité qu'ils sont capables de déterminer les besoins à satisfaire pour résoudre les problèmes soulevés par le vivre ensemble. Il n'existe aucun intermédiaire entre le commanditaire et le consommateur, puisqu'en quelque sorte, les deux se confondent. Et en se confondant,
il dessine les contours de ce qu'on appelle la surface de contact, c'est-à-dire un lieu qui autorise les interactions entre plusieurs acteurs. Les signes restent dépourvus de sens tant qu'ils n'entrent pas dans l'organisation de surface qui assure la résonance entre deux séries. Mais ce monde du sens n'implique encore ni communauté de direction, ni communauté d'organes, lesquels exigent un appareil récepteur capable d'opérer un étagement successif des plans de surface suivant une autre dimension. Puisque les centres d'art se présentent ainsi, de fait, comme des lieux d'expérimentation, force est de constater qu'ils sont eux-mêmes expérimentation, que leur véritable sens n'apparaîtra qu'au moment où ils entreront en résonance avec leur environnement. La complexe problématique du nous met en lumière une infinité de dimensions et notamment une dualité fondamentale sans lesquelles il est difficile de se déterminer dans son essence. Alors, encore un petit changement pour pas vous ennuyer. Je vais vous parler maintenant de la 6e session de cette académie qui parle du commissariat d'exposition, qui est une notion quand même toujours en devenir sur notre continent, parce que tant qu'il y aura des gens qui me désigneront et qui me traiteront d'artiste et à qui je devrais toujours dire non, je ne suis pas artiste, je suis commissaire d'exposition, c'est encore un métier en construction. Sachant que dans l'intitulé de notre session, nous avons commencé par par prétendre que le rôle du commissaire n'est plus une question de débat pertinent. Je pense que c'est encore une question de débat parce que le travail du commissaire est encore à expliquer à beaucoup de gens, étant donné que nous vivons dans des sociétés ou dans des environnements où beaucoup de métiers ne sont pas respectés, et surtout les métiers de coordination, les métiers de réflexion, les métiers d'encadrement, où on pense toujours que c'est le praticien, c'est-à-dire c'est l'artiste, c'est le cinéaste, c'est l'écrivain, c'est qui doit gérer les choses. Pour nous, effectivement, le métier de commissariat n'est plus vraiment un débat pertinent. Donc la source de notre réflexion est plutôt le fait qu'aujourd'hui, le commissariat d'exposition est une pratique établie et reconnue dans la sphère de la traduction et de la transmission et de la médiation de la production artistique et intellectuelle. Ce métier participe à la dissémination de visions diverses qui, à leur tour, peuvent contribuer à enrichir notre compréhension des géographies et des récits complexes. Donc, cura, qui vient de curare, qui en fait veut dire soigner et prendre soin, parce que c'est ce que nous faisons. La session 6 de cette académie est le résultat d'une réflexion que nous avons menée au sein de l'équipe à l'issue de 5 sessions de ce programme. C'est une session dédiée au commissariat comme monnaie culturelle contemporaine et comme action sociale et politique. Le commissariat d'exposition comme manière d'écrire et de réécrire des histoires, de lire le présent et d'imaginer tous les futurs possibles. Changer le sens des choses et ainsi nos lectures, d'occuper les espaces et de dialoguer avec les œuvres d'art et surtout vivre avec les artistes.
Le commissariat d'exposition comme une manière d'être, une manière de vivre, une manière de penser, avec et à travers l'art et les artistes, auprès d'elles et ceux et d'eux, de ce qu'ils créent, de leur atelier à l'espace de présentation de leur choix. Raw Material est une cellule habitée et animée par l'esprit d'une équipe de commissaires, où le commissariat d'exposition est un travail et qui est surtout en travail. Inspiré par et en dialogue avec la créativité de son environnement. Raw est panafricaine de manière résolue, avec une oreille attentive et une main tendue au reste de la planète. C'est un espace transdisciplinaire pour la pensée et la pratique artistique. Aussi bien que l'exposition est une forme qui est au cœur de notre travail, nous ne la considérons pas comme étant la seule forme d'engagement avec l'art. Nous sommes intéressés par la porosité des formes de médiation. Beaucoup ont prétendu que l'histoire de l'art n'est plus qu'une histoire d'objets, n'est plus une histoire des objets, mais une histoire des expositions. Mais pour une institution comme la nôtre, dont la pratique est liée au savoir dans ses multiples formes, à la production de connaissances, excusez-moi, l'histoire de l'art que nous créons tous les jours touche aux multiples possibilités naissantes pour commissarier des idées et les formes de leur matérialisation. Nous nous intéressons autant aux arts visuels qu'aux soniques, qu'aux vestimentaires, qu'au cinéma, qu'au comestible, je veux dire qu'au culinaire, et sommes inspirés par les arts de l'hospitalité, par les arts du mouvement et de la performance sociale. Nous nourrissons un œil critique face à la pratique pédagogique en elle-même et pensons toujours à un moment à comment ces formes peuvent susciter l'imaginaire politique. Nous sommes curieuses de savoir ce qui précède le passé, ce qui est pendant le pendant et ce qui est l'après de l'après. Raw est de surcroît un lieu de travail de 20 participants qu'on n'aime pas appeler étudiants, de 20 professionnels chaque année et d'un nombre croissant d'intervenants, de professeurs invités pour une période de 6 mois chaque année. Nous remettons continuellement nos propositions et idées de commissariat en question, car étant sans cesse exposés à l'apport des professionnels avec qui nous travaillons et qui nous viennent du monde entier et qui entrent dans notre univers. L'espace de Raw ainsi que son équipe deviennent un site de substitution et respectivement interlocutrices qui souvent font face à des approches différentes des leurs en termes de commissariat d'exposition. Donc, quelle est la signification d'une telle souplesse pour une institution? À quel point le programme de l'Académie que nous avons démarré il y a 2 ans, après une réflexion approfondie de notre apport à notre environnement immédiat, mais aussi de notre rapport au discours et à la réflexion du rôle de l'art dans la société dans son sens le plus large, constitue-t-il un projet de commissariat en lui-même, ou une opportunité effectivement pour que notre lieu soit commissarié par d'autres? Donc, plusieurs décennies après l'établissement de la critique institutionnelle dans la sphère artistique, les manières dont le développement d'institutions est en lui-même une forme de commissariat représentent encore un champ de recherche souvent négligé. Dans cette session 6, dont j'ai l'honneur de commissarier,
et de diriger, donne la place bien nécessaire pour se pencher sur ces questions et plus encore. Elle offre l'opportunité de discuter et de faire l'expérience de la proposition institutionnelle que Romaterial est en fait, et de ses collaboratrices, à qui je dis merci en passant. Nous allons explorer les tenants et les aboutissants qui animent notre profession dans des contextes aussi particuliers et aussi divers que les environnements dans lesquels ils émergent. Qu'il s'agisse d'évoquer la théorie critique et esthétique la plus récente produite dans ce domaine, son historiographie ou la possibilité de penser un commissariat décolonial. De manière plus poussée, le refus même de penser dans un espace théorique qui avant tout était défini et par l'Occident, ou réfléchir sur les conséquences de la dominance masculine et des transgressions misogynes existant dans ce champ professionnel marqué, entre autres paradigmes, par des hiérarchies de race et de genre. Et pour ne pas oublier l'interdépendance qui existe entre les commissaires d'exposition et les artistes, les critiques et les historiens de l'art, et l'enchevêtrement grandissant de ces disciplines, nous avons accueilli depuis hier de nombreux participants qui nous viennent de toutes disciplines artistiques, se concentrant sur la pratique au lieu du titre, ce faisant sur les questions nécessaires concernant la nature de la collaboration. Je vous remercie. Alors que j'étais écouté juste 2 minutes, donc même pas 2 minutes maintenant, voilà. Il se dit de plus en plus que ce siècle-là est le nôtre. Mais est-ce qu'on peut le contrôler si on le conceptualise pas? Et dans cette perspective-là, comment voyez-vous le rôle de la culture, des commissariats en général, de nos musées de l'UNESCO? Ah, je peux parler ici, je crois. Bon, merci Amady pour ta question. Je ne sais pas, j'ai toujours beaucoup de mal à accepter cette idée, à savoir que c'est notre décennie, c'est notre siècle, c'est notre moment. Et genre, l'Afrique en vogue, chaque fois qu'on me dit ça, je dis que l'Afrique est en vogue depuis 600 ans. Okay? Notre temps est toujours le présent. Et quelles que soient les conditions, quels que soient les environnements, aucun citoyen, aucune citoyenne consciente, dans quelque domaine que ce soit que la personne exerce, ne peut pas s'extraire à la construction de sa société. Et la construction de la société est un travail, je dirais, communautaire. C'est un travail de collaboration, c'est un travail de participation de plusieurs maillons, de plusieurs chaînes qui s'enchevêtrent et qui s'enlacent pour effectivement produire un vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, pour cela, effectivement, les arts ont une place capitale parce que c'est le domaine qui fournit notre imaginaire. Et cet imaginaire, sans cet imaginaire, on ne peut pas se propulser. Sans cet imaginaire, on ne peut pas se remémorer. Sans cet imaginaire, on ne peut pas se positionner aujourd'hui. Donc, notre temps, c'est toujours maintenant. Merci beaucoup, Koyo. Et je vais poser une question qui est peut-être un peu naïve.
venant plus du secteur culturel des arts de la scène. Et je suis très intriguée par cette étiquette de commissariat en fait. Et surtout que tu as conclu sur la nécessité de se concentrer sur la pratique plutôt que le titre. Le commissariat, et là je te cite, métier de coordination, de réflexion, d'encadrement, qu'on retrouve en fait dans d'autres secteurs culturels. Alors pourquoi les autres arts, et surtout que les formes, encore une fois, tu l'as rappelé, sont très poreuses. C'est pas simplement art visuel, mais beaucoup d'autres formes sont accueillies à Rome. Alors, pourquoi en gros le titre encore de commissariat et quelle est sa pertinence qui singularise quelque part l'art contemporain plutôt que d'autres formes d'art peut-être plus populaires. Et voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à cette appellation et par rapport à ce métier. Et j'aime bien son appellation en français parce que c'est une appellation qui a certes été alpaguée et occupée par les arts visuels, mais qui, de mon point de vue, ne se limite pas aux arts visuels. Parce que si on se réfère, par exemple, au terme linguistique du terme, commissariat d'exposition, c'est quelqu'un qui commet à l'exposition. Et l'exposition, comme je le disais tout à l'heure, aussi un terme qui a été occupé par les arts visuels, mais qui n'appartient pas seulement aux arts visuels, parce que exposer, c'est être exposé au public. On peut exposer la musique au public, on expose la danse au public, on expose, c'est la manière de mettre en réseau et de mettre en place une présentation entre une production qui peut avoir différentes formes à un public. Donc, moi, je ne vois pas l'appellation de manière aussi limitée qu'elle a été occupée. Il faut effectivement comprendre ça dans son sens le plus large. C'est une des raisons pour lesquelles, c'est pas une des raisons, mais c'est ce que nous faisons ici à Haro. On fait très peu d'exposition en tant que tel, mais on expose énormément les gens à la pensée, on expose énormément les gens à des savoirs, et c'est comment est-ce qu'on comprend le terme exposition. L'exposition n'est pas juste une galerie avec des tableaux au mur, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a une question. Bonsoir, je vais essayer de parler dans mon français un peu, parce que je suis lusophone, je suis du Cap-Vert. Donc, ce que je veux vous demander, est-ce que les commissaires, est-ce qu'il a aussi comme mission de, je dirais pas populariser les arts, mais pas faire quelque chose pour polariser, mais faire de l'art quelque chose qui peut servir toute une communauté, tout notre peuple, notre pays, notre continent. Parce que je pense qu'il a un certain élitisme encore, et peut-être il a les peuples aussi qui ont peur d'arriver dans ces endroits. Et est-ce que peut-être on doit être plus communicatif pour reporter quelque chose, pour porter cet univers qui est formidable? Merci. Merci. Je pense, comme je disais tout de suite, en fait, il y a plusieurs profils de commissariat, comme il y a plusieurs profils de commissaires. Il y a plusieurs pratiques artistiques. Il y a plusieurs manières de les présenter. Je pense que les uns n'excluent pas les autres. Et d'autre part, je ne pense pas que
parce qu'on est commissaire, on se sent obligé de populariser quelque chose. Moi, mon travail en tant que commissaire, c'est pas forcément, je ne le perçois pas comme un devoir d'établir des goûts ou de définir des choix. Mon travail en tant que commissaire, c'est de produire de la connaissance, c'est de ressortir les idées fondamentales, sociales, politiques et historiques qui sortent de la pratique artistique. Donc c'est pas, souvent ça peut ne pas être beau, ça peut être difficile d'accès, ça peut être compliqué. Et je pense aussi que tout ça a sa place. Il y a des espaces pour les arts populaires, comme il y a des espaces pour les arts un peu moins populaires, mais qui ont leur mérite tout autant. Et je pense effectivement qu'il n'est pas question de hiérarchiser encore une fois les différentes pratiques, mais il est surtout question d'avoir le nombre, la multitude d'espaces nécessaires pour que toutes ces voix aient de la résonance. I'm going to ask my question in English and maybe you can translate it. Earlier today, when you were speaking with one of the fellows, you started to speak about curators feeling the urge to create something because they're looking for a word that isn't there, or maybe a curator participating very heavily in an artist's work to the point they've made a lot of it and are not credited for it. I'm just curious, have you created anything because you feel like you needed to see it, or are there any artworks that secretly Koyo is actually like one of the artists behind it? Bon, je vais traduire rapidement. Non seulement je vais présenter Devin, qui est une commissaire aromatériel, et qui m'a posé la question qui se référait à notre session close de cet après-midi avec les participants, dans laquelle, dans la conversation, j'ai effectivement évoqué le fait que beaucoup de commissaires participent énormément à la création et au développement de certaines œuvres des artistes, et que beaucoup d'œuvres d'art portent la patte et la main de plusieurs commissaires sans pour autant être reconnus comme tels, sans pour autant être signalés comme tels. Donc, Devin voulait savoir si de toute ma carrière de commissariat, il y a des œuvres qui circulent dans le monde qui portent ma main. Oui, il y en a plein. Et aussi, l'idée c'était de savoir, la question qu'elle a posée, c'est de demander comment, en tant que commissaire, on crée des choses, que ce soit des œuvres ou des lieux ou d'autres formes, parce qu'elles n'existent pas et parce qu'on veut les voir. Oui, c'est une des grandes pratiques de beaucoup de commissaires, oui. Merci beaucoup, Koyo, pour cette présentation qui a ramené un certain nombre de souvenirs. Et je me suis surtout intéressé à la partie de votre présentation où vous parliez de ces institutions étatiques ou de leur tyrannie, espace culturel. Et j'ai pas dit tyrannie. Oui, c'est moi qui le dis. La tyrannie, ce que moi j'appellerais la tyrannie est l'État dans le paysage culturel. Et pourriez-vous élaborer un tout petit peu sur l'expérience d'Euro que vous avez définie comme privée, individuelle, et avec tout ce que cela peut comporter comme idéologie, et la tension peut-être à l'égard de ce que j'appelle bien entendu, si vous voulez, la tyrannie des institutions culturelles étatiques. Bon, d'abord, merci beaucoup Ibrahima, je suis contente de te revoir, ça fait bien longtemps.
je me distance catégoriquement de traiter les institutions étatiques de tyranniques, c'est pas du tout mon propos. Par contre, effectivement, je pense que l'ère impérialiste français a laissé des marques dans nos sociétés qui, pour beaucoup, malheureusement, ont repris beaucoup de systèmes de fonctionnement sans trop réfléchir et qui n'ont jamais été vraiment refondés dans par rapport à leur efficacité. Effectivement, et surtout dans le domaine des arts, et c'est ce que je disais, et dans le domaine de la culture, il y a cette propension à vouloir tout gérer et à vouloir tout faire et à ne pas reconnaître la nécessité de la diversité des professions et aussi à ne pas reconnaître la nécessité même d'un secteur culturel privé en accord et en concert et en balai permanent avec le secteur public. Que moi, je pense que ce sont deux champs ou deux champs complémentaires. Et dans ce cas-là, effectivement, malheureusement, malgré que nous vivons dans un pays qui, de mon point de vue, est le plus légiféré et le plus structuré dans la matière de la culture, et ça, on le louera toujours. Le Sénégal est quand même à la pointe de beaucoup de choses sur ce plan-là. Force est quand même de constater que beaucoup de choses se font assez souvent, malheureusement, sans le professionnalisme nécessaire. Et même quand le professionnalisme est là, parce qu'il est souvent là aussi, il faut le dire aussi, souvent les structures et les rouages sont tels que ça rend la vie difficile. D'habitude, je ne prends pas la parole, mais aujourd'hui, je me permets de prendre la parole parce que j'étais souvent aux sessions. Et je me félicite de l'exposé, mais aussi de la manière dont les choses se font à Raoult. Je n'ai pas cité à part mal d'expo, mais la démarche, elle m'a séduit. Et comme elle l'a dit, c'est des hommes, c'est des personnes qui exposent. Partout où on part, on retrouve des objets d'art qui sont produits et c'est à nous de communiquer avec eux ici, de les exposer, où les gens nous parlent de telle ou de telle pratique. Et vraiment ça, moi, c'est quelque chose qui me séduit. Mais dans votre exposé aussi, j'ai retenu que c'est un texte hyper engagé, surtout quand vous avez parlé d'alternatives académiques. Parce que nous sommes dans l'ère décoloniale, il y a des centres d'art, il y a des écoles d'art, mais cette alternative académique, je pense qu'il faut aller vers ça. Il faut déconstruire, de proposer d'autres types de donner de la pensée, mais de le savoir. Je pense que dans cette démarche aussi, des gens comme nous sont en tout cas en phase avec vous et vous en félicite et vous encourage. Voilà. Merci beaucoup, Maurice. Non, c'est important, c'est important de démocratiser même les espaces de la pensée. C'est important de démocratiser même les sites de production de savoir. Tout le savoir ne peut pas être à l'université. Il y a beaucoup de savoir dans la rue, il y a beaucoup de savoir au marché, il y a beaucoup de savoir ailleurs qui participent à la construction de nos sociétés. Donc, je pense effectivement que c'est important, effectivement, d'avoir des lieux qui ne sont pas forcément, je dirais,
dépendant d'une structure hiérarchisée éducationnelle, parce que bon, nous existons aussi parce que l'école des arts est dans l'état dans lequel il est, il faut le dire aussi, quoi. Donc, non seulement mal logé, mal loti et consorts, et la qualité d'artiste que cette école peut produire ne peut pas être à la hauteur de ce qui est demandé aujourd'hui. Donc ça, il y a certaines vérités qu'il faut tout simplement accepter. Et du moment qu'on les accepte, on peut agir et essayer de corriger ça. Mais quand on ne les accepte pas et qu'on reste dans des positions de pouvoir et d'occupation surtout, juste pour le bonheur du pouvoir et de l'occupation, on n'avancera pas. Bonsoir. Bonsoir, chef, j'entends ta voix. Je voudrais vous féliciter non seulement pour l'exposé qui est très, très brillant, mais surtout pour votre combat. Je vous félicite vraiment pour votre combat. Nous avons assisté à beaucoup de manifestations ici qui étaient de très haute facture et qui nous ont beaucoup apporté au plan personnel et au plan professionnel. Toutes nos félicitations et plein succès pour les nouvelles missions qui vous attendent en Afrique du Sud. Merci. Je voudrais ajouter juste que moi, ce qui m'intéressait le plus dans l'exposition, tout était intéressant, mais depuis que j'ai quitté, disons, le service public de la culture, je me rends compte un peu, effectivement, des problèmes que vous avez soulevés dans votre exposé tout à l'heure, et qui faisait cas entre des relations plus ou moins conflictuelles entre le secteur privé de la culture et le secteur public de la culture. C'est vrai, c'est une réalité, et pourtant, le secteur privé de la culture est très présent là où l'État ne peut pas être, en tout cas, même si l'État n'a pas pensé y être. Et maintenant, je voudrais vous poser la question à savoir comment pourrait-on, peut-être à défaut de réconcilier, de trouver une bonne collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Pensez-vous à quelques propositions, disons, solutions entre guillemets de ce problème? Oh, chef. Ça, c'est une vaste question. Je sais pas. Peut-être on devrait réinspirer la fonction publique. Peut-être qu'on devrait lancer un programme de réinspiration, c'est-à-dire essayer de faire comprendre en fait au secteur public et étatique que nous sommes complémentaires et que nous ne sommes surtout pas antagonistes. Toi qui viens de faire le pas d'un côté à l'autre, sachant que même quand tu étais encore de l'autre côté, toi tu avais compris ça depuis longtemps, je pense que c'est très difficile. Et en même temps, parlant, et je me limite vraiment dans mon secteur, du secteur culturel, je pense en même temps qu'il est important de reconnaître que c'est pas dans l'ensemble comme ça que les choses ne marchent pas. C'est souvent à des niveaux bien précis. Et ces niveaux bien précis, malheureusement, qui sont des grains qui peuvent faire grincer et même arrêter certaines machines, sont assez inamovibles, d'une part, et d'autre part que je suis persuadée, à force de l'avoir pratiqué depuis quand même 23 ans de Sénégal et 23 ans dans ce domaine, qu'il y a énormément de très très bons fonctionnaires culturels dans notre pays.
N'empêche que, comme je le disais tout à l'heure, la machine est tellement enrouée et que les rouages sont tellement fixés que malgré certaines bonnes volontés que je connais, que tu connais, que nous connaissons tous et toutes, beaucoup de choses sont difficiles à bouger. Et c'est là où ça en revient à une réinspiration. C'est une question aussi de vision. C'est une question aussi de volonté, naturellement de volonté politique, mais aussi de volonté sociale. Parce que c'est pas que l'étatique ou le politique qui gère. Nous sommes tous des éléments politiques parce que nous participons à la construction de notre société. Donc, il faut un travail collectif de réinspiration et surtout d'avoir le courage d'avoir des idées qui cassent avec certaines traditions. Monsieur? Merci. Je voudrais juste reprendre la parole pour peut-être quelques éléments de conjecture qu'il faudrait mettre en place. Je pense, comme tu le dis, les États ont été présents, massivement présents, quand sont nés nos jeunes États-nations. Il fallait faire plein de choses. On a créé des orchestres, on a créé des ballets, on a créé un certain nombre de choses. Et je pense que durant cette période, et surtout ici au Sénégal, l'État a été vraiment le chouchou de tous les artistes. Ça a duré jusqu'au début des années 80. Et je pense qu'avec les années 80 et les ajustements, il s'est passé des choses très profondes que Souleymane Bachelet d'ailleurs a très habilement essayé d'expliquer. Et pour prendre un terme wolof, à partir des années 80, artistes deviennent frères, c'est-à-dire que, comment ça se dit en français? Frères. Ils ont été sevrés, voilà. Ils ont été sevrés. Voilà, plus ou moins. Et ça n'a pas été que mauvais, parce que c'est à partir de ce moment que tous les talents ont vraiment explosé. Et ce mouvement-là, on ne peut pas l'arrêter. Malgré les efforts qui ont été faits par les États, par exemple au Sénégal, les années 2000 ont été marquées par la mise en place de très très grands équipements culturels, ça ne peut pas changer la tendance. C'est-à-dire que la lame de fond, c'est que les acteurs culturels se prennent en charge et c'est eux qui impriment le tempo. Personne ne peut rien. Et même quand vous voyez comment fonctionnent les ministères, moi je les regarde de l'intérieur et de l'extérieur, avec énormément de liberté. Aujourd'hui, ce qui se passe dans ces ministères, c'est que même les ressources qui sont destinées à l'action culturelle, en réalité, les ministères ne peuvent pas les produire. On se rend très bien compte aujourd'hui qu'on n'est pas là pour faire l'action culturelle, mais pour créer des conditions pour que les artistes et ceux qui font la culture puissent s'exprimer. Ce qui amène d'ailleurs à penser que parfois, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, que le ministère de la Culture est presque un ordre mondial. 95% des courriers que reçoit le ministre de la Culture, c'est des demandes d'aide venant des acteurs culturels. Ça aussi c'est un problème qu'on doit essayer d'explorer parce que la culture, entre guillemets, est aussi un secteur libéral. On doit être potentiellement en mesure de vivre de son art. C'est facile à dire. Oui, c'est très difficile à faire. C'est pourquoi je dis théoriquement. Je n'ai pas parlé C'est facile à dire dans un contexte où le marché de l'art ou le marché de l'esprit est quasi inexistant. Si on avait mis un prix à la porte à toutes nos conférences que les gens doivent payer une entrée, on aurait 2 pelés 3 tondus. Donc c'est assez compliqué. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pourquoi je pense que d'ailleurs, tu l'as très bien dit, on est d'accord, on est en face. Je pense que l'État doit continuer à faire des efforts, à créer des conditions pour que les acteurs puissent s'exprimer. Par exemple, au Sénégal, si on parvenait à être vraiment efficace et à mettre en place de manière effective cette loi du 1%, on aurait résolu beaucoup de problèmes.
Donc je suis d'accord avec toi, on a parfois de très bonnes idées, mais la pratique est assez compliquée. Mais je suis totalement convaincu aussi que nous sommes dans une séquence où on ne peut plus retourner en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société n'accepte plus l'embrigadement. Donc je pense que ce champ de liberté qui a été acquis va s'élargir. C'est pourquoi il est intéressant de l'interroger. C'était en fait le sens de la question que je posais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, on a un champ de liberté qui est très ouvert. Il n'est naturellement pas possible de le canaliser, mais c'est bon peut-être quand on est au niveau où tu es par exemple, tu le fais d'ailleurs, mais de travailler davantage à identifier les lignes de cohérence autour desquelles les éléments sont en train de structurer. On en a besoin parce que je pense très honnêtement que les politiques ont besoin de l'inspirer. Je dois lever la main de plus longtemps. Merci, Koyo. Il y a plein de choses à dire, mais tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, tu es quelqu'un qui préfère lire et écrire, et j'ai l'impression que beaucoup de commissaires ou de curateurs sont des gens qui ont aussi écrit. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui, dans l'activité curatoriale, est à ce point enthousiasmant et qui fait que souvent c'est cette qualité-là, celle du curateur, qui est mise en avant plutôt que celle d'auteur, chez les curateurs, qui par ailleurs produisent des textes. Bon, très bonne question, compliquée d'ailleurs. D'autant plus que je me considère très mauvais auteur. Et en fait, quand je dis j'aime écrire, c'est parce que je suis un peu maso. Comment on dit maso. Voilà, parce que j'ai beaucoup de mal à écrire. Et, mais n'empêche que il est vrai effectivement que l'activité de commissariat passe entre autres aussi par l'écriture et par la médiation à travers une interprétation, et puis c'est une interprétation théorique et analytique, et certains sont plus brillants que les autres. Mon mentor qui vient de décéder était un des meilleurs. Et je disais tout le temps que si j'avais juste 1/10 de sa capacité d'écriture, je serais quelqu'un de très heureuse. Je pense que quelque part, le métier a quand même évolué, beaucoup évolué, disons, ces 30 dernières années. Et c'est un métier qui a évolué quand même au début dans l'ombre de ce qu'on appelle les conservateurs de musées, qui étaient et qui sont encore, parce qu'il en existe encore, surtout dans le système français, qui sont des gens qui s'occupaient des œuvres, de la présentation des œuvres dans les musées et tout ça. Et le métier a aussi évolué un peu dans une sorte de tension avec le métier de la critique d'art, qui est un métier qui très souvent, à l'époque, des critiques pures et simples, des gens qui critiquent la production artistique et qui ne faisaient pas d'exposition. Donc le commissaire d'exposition contemporain d'aujourd'hui, de la classe dont je me réclame, sont des gens qui ont un peu émergé de cet effritement d'une part du conservateur et de l'effritement d'une part du critique d'art. Donc, et qui se sont appropriés les deux espaces. Donc l'espace d'analyse théorique et d'écriture et naturellement et l'espace de l'exposition. Et je pense que
beaucoup de commissaires ont réussi à s'établir, c'est-à-dire ce que je m'appelle en anglais « they wrote themselves into power », c'est-à-dire qu'ils ont acquis du pouvoir à travers leur plume. C'est même pas toujours forcément, et naturellement, la plume liée à l'exposition. Et que pour beaucoup, effectivement, ceux qui travaillent vraiment dans le champ qu'on peut déjà aujourd'hui appeler traditionnel de l'art contemporain, ou cette exposition que moi j'appelle classique, c'est-à-dire un espace avec des œuvres installées, mettent en avant ce format-là. Mais effectivement, oui, beaucoup de commissaires écrivent et il y en a d'autres qui n'écrivent pas. J'ai un très grand collègue à moi qui est un très grand commissaire mais qui n'écrit pas, mais qui ne fait que des interviews. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais poser la mienne. Tu as parlé donc de l'évolution du commissariat d'exposition à travers la création d'espaces indépendants dans les années 90 et 2000 notamment. Et je voulais savoir si aujourd'hui, il y a des tendances, des pratiques que tu vois chez les commissaires, les praticiens sur le continent africain qui sont encore une fois en train de transformer et d'élargir la portée de ce que c'est le commissariat d'exposition. Ah oui, beaucoup, et heureusement d'ailleurs. Je pense qu'il y a une génération très dynamique qui est en train de s'installer et qui effectivement essaye de briser les cadres comme nous avons essayé de briser les cadres à l'époque, et briser ces cadres, c'est effectivement aussi aller au-delà de la personne. Moi, je viens quand même d'une tradition de commissaire où c'est le commissaire, la commissaire, et qui a une sorte de grande individualité comme ça qui est cultivée, et à mon corps défendant, naturellement. Et je vois une sorte de renaissance en fait un peu du collectif. Il y a beaucoup de collectifs vraiment hétérogènes, interdisciplinaires, et je vois une naissance, une remontée, parce que tout ça, dans le cercle créatif, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été là, mais le fait qu'il y a une sorte de mobilité, c'est-à-dire un non-ancrage dans un lieu, c'est-à-dire une sorte de transhumance comme ça, un peu pastorale et artistique, qui pour moi, je pense que sont des signes d'encore d'un autre mouvement qui s'installe, et que j'apprécie énormément, parce que ça apporte beaucoup de vitalité, ça apporte surtout beaucoup d'entraide, on se sent moins seul, on n'a pas besoin de crier au matériel pour avoir du monde. Donc, oui, absolument. Dernière question. Dernière et rapide. Juste pour savoir si vous avez souligné dans votre académie aussi cette mode du curateur. Si tu t'en souviens, il y a 2 ans, il y avait eu une certaine critique vers Sénégalais qui était restreint, qui se voyait entrer, qui décidait des choses. On les appelait frequent flyers, curators, des gens qui sont toujours dans les avions, qui sont toujours dans les bons endroits. Et je crois que, je sais que ce n'est pas toute la réalité, mais je crois que quand même il y a une certaine vérité aussi dans cette critique. Ce n'est pas notre cas ici, mais
pour ces jeunes qui veulent devenir curateurs, je pense qu'il faut bien les prévenir du risque. Ouais, mais Maro, franchement, tu me fais un mauvais procès. Je suis persuadée que le métier qu'on exerce détermine énormément comment on le fait et surtout l'environnement dans lequel on l'exerce. Cette idée des commissaires internationaux super busy qui vont de ville en ville, ça c'est la réalité de quelques-uns. Mais étant donné que l'iceberg, on ne voit que le bout de l'iceberg, on ne voit pas tout ce qui est traîné en dessous, on a l'impression que tout se fait comme ça. C'est pas la réalité. D'autre part, si je ramène ça, moi, personnellement, à travers ma pratique, le travail que je fais, si j'avais toutes les opportunités, toutes les ressources et toutes les infrastructures dont j'ai besoin pour pratiquer mon travail au Sénégal ou ne serait-ce qu'en Afrique de l'Ouest, je voyagerais moins. C'est aussi simple que ça. Et aussi que je pense que c'est extrêmement important de se confronter à ce qui se fait ailleurs, tout en étant ancré dans son environnement. Donc le voyage en lui-même, qu'il soit professionnel ou privé, est une activité fondamentale et nécessaire pour la construction. Donc je pense que c'est un peu un cliché, malheureusement très coriace, qui ne s'instruit pas de la réalité de la profession.